Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, c'est votre émission sur Tech & Co dédiée à l'actualité des plateformes de streaming et aux séries qui sortent dessus et qu'on vous conseille chaque semaine de regarder. Et cette semaine, une émission un peu spéciale puisqu'on va parler de plateformes dont on n'a pas encore parlé pour l'instant dans l'émission. Ce sont les plateformes dédiées aux animés, les séries d'animation japonaises. Elles cartonnent en France et dans le monde d'ailleurs. Et il y a des plateformes qui sont dédiées à ça, on en trouve partout. Mais c'est un genre en soi. Et pour parler de tout ça, j'ai un invité spécial aujourd'hui, c'est Jérôme Manceau. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, Jérôme, tu es le directeur marketing de Crunchyroll France. Crunchyroll, c'est un peu la principale plateforme, on va dire, dédiée aux animés, c'est ça ? C'est ça, exactement, ouais. Eh bien, merci d'être là. Pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir que tu aies accepté notre invitation. Et en face de toi, ça va être un peu le challenge du jour. Il y a un autre Jérôme, c'est Jérôme Lachasse. Bonjour Jérôme. Salut. Alors Jérôme, toi tu es journaliste pour le site de bfmtv.com, rubrique Culture People, on va dire, spécialiste des comédies françaises normalement, un peu, celles qui sont un peu nulles même, celles qu'on n'aime pas trop regarder ou qu'on ne dit pas trop en public. Moi je les aime bien. Et tu les défends très bien d'ailleurs, mais tu es aussi un spécialiste de l'animation japonaise, tu adores ça. On essaye. Eh ben écoute, on est ravis d'être là tous ensemble pour parler des animés, ça va être une belle émission. Je vous propose qu'on démarre donc avec le débat de la semaine. Et pourquoi on a voulu parler des animés cette semaine ? Eh bien parce qu'il y a un événement, c'est la sortie sur Crunchyroll justement du dernier épisode de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est un phénomène, série d'animation japonaise, sortie évidemment en France depuis plusieurs années. Le dernier épisode vient donc d'être diffusé. Et c'est un gros carton. Alors, on va quand même rappeler ce que c'est que l'Attaque des Titans. Quand même, tout le monde n'a pas regardé, même si beaucoup de monde l'a fait. C'est peut-être l'animé le plus populaire quand même de tous les temps, il faut le dire. L'Attaque des Titans, c'est l'histoire d'un peuple qui vit dans une ville fortifiée, c'est ça, avec des murs de 50 mètres de haut, sous la menace d'attaques mystérieuses de titans monstrueux qui surgissent de temps en temps. Et nous, on va suivre le bataillon d'exploration. C'est un groupe de soldats qui est chargé de repousser cette menace et de partir au-delà des murs pour explorer les forêts, les montagnes, les vallées qui entourent cette cité et tenter de dénouer le mystère de ces titans. Il y a eu 4 saisons de tout ça. Alors là, je vous ai décrit un peu une série d'actions, un peu comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça quand même, l'Attaque des Titans. Il y a eu 4 saisons en tout sur plusieurs années. Là, ça vient de sortir. Enfin, on attendait le dernier épisode. Tas de rebondissements. Jérôme Manceau, sur Crunchyroll, l'Attaque des Titans, c'est un phénomène. C'est un peu votre série phare. C'est un phénomène. À la base, c'est une série de la plateforme Wakanim qui ensuite est passée sur Crunchyroll. Et c'est vrai que même sur quelle que soit la plateforme, le public est toujours au rendez-vous de cette série. À chaque nouvelle saison ou à chaque nouvelle partie de saison, parce que ça a été découpé en plusieurs parties, le public vient en masse sur la plateforme. On a même quelquefois des difficultés à maintenir la plateforme live, tellement il y a de connexions à ce moment-là. Il y a eu des crashs même à une époque. Ouais. Encore maintenant, il y a beaucoup de... On va dire que c'est la seule série qui met à mal un petit peu la technique derrière la plateforme. Ce qui en dit long sur le nombre de connexions. Ouais, ça veut dire qu'il y a que non seulement les gens veulent la regarder, mais veulent la regarder au moment où ça sort. Il faut le dire, on est sur du quasi simultané par rapport au Japon, c'est ça. Quasi simultané par rapport au Japon, et c'est vrai que les gens, tout le public de l'Attaque des Titans sont en masse au moment où c'est live sur la plateforme, viennent se connecter, viennent pour regarder. C'est bon. Après, c'est vrai qu'il y a toujours une continuité et il y a toujours un recrutement d'un nouveau public. Mais le public de base de cette série est très très important. Jérôme Lachasse, cette fois, comment est-ce que tu expliquerais toi le succès de l'Attaque des Titans, toi qui as vu cette série émerger, elle est assez récente finalement, c'est pas un des classiques du manga des 20 dernières années, ça a été un phénomène d'un coup. Pour la série, en tout cas, la série animée, ce qui est important de mentionner, c'est que ça fait quand même une décennie que c'est là. Donc il y a aussi les gens qui ont grandi avec. Et les gens, ça a recruté de plus en plus de gens. Et tu vois, même là, il y a de plus en plus de monde parce qu'aussi, il y a une émotion qui se crée. Et en fait, chaque épisode qui sort devient vraiment un rendez-vous très important. Moi, je connais des gens en fait, qui, ce week-end, se sont retrouvés en famille, entre amis. Pour le voir, le vivre ensemble à la fin, quoi. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort qui s'est créé. Après, le succès de l'Attaque des Titans, il est extrêmement protéiforme, tu vois. Il y a à la fois une histoire qui est hyper excitante, avec énormément de rebondissements. C'est impossible de savoir où ça va aller, puisque en fait, ça change quasi... Les personnages même changent un peu même de camp très rapidement. Il y a quelque chose d'extrêmement excitant aussi dans la vision du monde, peut-être.
Il y a une réflexion en fait, en tout cas, sur l'histoire, sur les questions de domination, sur les questions de pouvoir, sur la discrimination, qui suscite beaucoup de débats. Et donc c'est aussi pour ça que l'attaque des Titans a rencontré un tel succès. Parce que c'est peut-être aussi une deuxième phase finalement du succès des animés. Pendant longtemps, on a parlé des shonen, ces mangas un peu épiques qui mettaient en scène des histoires d'ados qui grandissent avec leurs amis, etc., leur famille, qui apprennent des pouvoirs, un peu des mondes fantastiques. Alors je pense évidemment là, à One Piece, à Naruto, des grands classiques. Dragon Ball Z a été le premier à vraiment exploser ce genre. L'attaque des Titans, c'est un peu autre chose. C'est plus mature déjà. On est sur peut-être un public aussi qui a grandi avec ce premier genre et qui s'est retrouvé dans un deuxième genre plus mature, plus adulte, plus sanglant aussi, il faut le dire, mais il y a un peu tout ça dans les deux. Oui, c'est vrai qu'on voit arriver. Alors, c'était déjà le cas au Japon depuis longtemps sur sur les histoires. Les histoires au Japon, c'est vrai qu'il y a un spectre très très large, que ce soit en manga ou en animé. C'est pas uniquement du shonen, il y a aussi beaucoup d'histoires qu'on appelle seinen, voire autres, shoujo, etc. Donc ça, c'est des catégories. Voilà, les seinen, c'est plutôt les histoires pour adultes, si on résume très grossièrement, très plus mature. Les shoujo, c'est ce qui est plutôt destiné à un public féminin, en tout cas qui est pensé pour adolescent. ça. Et adolescent. Et les shonen, c'est les grandes histoires de... Et on voit arriver de plus en plus ces dernières années justement des histoires qui sont dans d'autres catégories, peut-être un petit peu moins, je dirais, lisses que le shonen classique, qui est une construction d'un personnage tout au long de sa vie et qui ensuite fait face à des difficultés de plus en plus importantes, mais qui justement se développe lui aussi. Là, on a des histoires qui sont beaucoup plus réfléchies, potentiellement aussi avec un scénario plus profond, voire beaucoup plus de rebondissements, et qui s'adressent à un public beaucoup plus large, soit plus adulte, soit plus justement plus jeune, mais en tout cas plus large. Après, tu vois, l'attaque des Titans, c'est que ça reste un shonen, tu vois, tu suis quand même le personnage avec le récit initiatique. La différence avec, par exemple, quelque chose comme Dragon Ball ou One Piece, c'est que le personnage que tu suis, en fait, il va pas te décevoir, mais il va te surprendre par ses actions, un peu comme quand tu lis Dune, quand tu lis Paul avec C'est Paul. pas un héros au sens le plus classique. Ouais. Le manga d'Isayama subvertit un peu les codes du shonen classique. Après, pour rebondir sur ce que dit Jérôme, il y a vraiment un truc où là, c'est shonen qui cartonnent actuellement, comme l'attaque des Titans et même Jujutsu Kaisen, sont beaucoup plus sombres qu'il pouvait y avoir il y a une certaine époque. Et pour un public adolescent, il y a quand même un peu ce frisson aussi, tu vois, de voir quelque chose qui n'est pas exactement pour notre âge. Toi, tu as 10 ans et tu vois Jujutsu qui était un truc pour 12-13 ans, qui est un peu plus sombre, alors que c'est pensé pour être de l'horreur pour des gamins de 10 ans. Mais ça te donne l'impression un truc qui n'est pas accessible normalement. Quoi. Ça te donne l'impression que tu as accès à des trucs que tu n'aurais pas dû voir, quoi. Et l'attaque des Titans, c'est ça. Ce qu'il faut aussi préciser, qui est important peut-être pour les gens qui ne regardent pas d'animé, qui ne connaissent pas, c'est que ce sont des adaptations de manga, en tout cas pour une grande partie. Manga qui est un genre extrêmement populaire en France. On dit souvent que la France est le deuxième pays du manga derrière le Japon. Est-ce qu'il faut dissocier aujourd'hui les mangas des animés, puisqu'en fait finalement le public des animés est presque plus large que le public des mangas aujourd'hui? Je dirais que la seule différence finalement qu'on doit mettre entre manga et animé, c'est le médium qui est utilisé. Le manga est un produit physique, papier, une BD finalement, et l'animé est un dessin animé. Mais effectivement, la plupart du temps, une adaptation du manga, sauf certains cas, notamment certains films ou ce genre de choses, mais quand on parle de séries, c'est à 99% une adaptation du manga. Le schéma, c'est toujours à peu près le même au Japon. Ça sort d'abord dans les magazines de prépublication, donc au chapitre. Ensuite, ça devient un manga papier, donc ce qu'on appelle un tankobon, donc c'est le tome en lui-même. Ce que nous, on peut trouver en France. Exactement, qui reprend une dizaine en général de chapitres. Et ensuite, si le succès est au rendez-vous du manga, là, il y a eu une adaptation en animé qui se fait. Et ce qui est intéressant, peut-être, c'est qu'on est tous les trois d'une époque où les mangas étaient très populaires. Les animés peut-être un peu moins. Aujourd'hui, ça s'est un peu inversé. Je sais pas, parce que tu vois, moi je me souviens, j'avais 11-12 ans, sur Canal Jimmy, il y avait Yu-Gi-Oh! Ouais, déjà. L'adaptation de Yu-Gi-Oh! Et c'était hyper fort, l'adaptation de Yu-Gi-Oh! Et je pense qu'elle était peut-être plus populaire, ou aussi populaire en tout cas que le manga. Elle était très populaire. Et elle était aussi très différente du manga, parce que le manga, en fait, Yu-Gi-Oh! Était quelque chose d'assez sombre. Et l'adaptation était un peu plus grand public. Et il y avait vraiment. Et puis voilà, et Naruto aussi après a marché très fort. Mais pour revenir à l'attaque des Titans, tu parlais manga, série.
dans le manga, en fait, il y a quelque chose dans le style graphique d'Isayama qui est très brut, et très inattendu dans ce genre de manga. T'as l'impression même que limite, tu vois, c'est brouillon. Et donc c'est vrai que ça, dans la série, c'est un peu moins reproduit. Mais dans la série, en fait, il y a quand même des grands studios qui travaillent dessus, et notamment le studio MAPPA. Mhm. Et ça a grandement contribué aussi au succès, à la renommée de la série, parce que le studio MAPPA, c'est un des studios d'animation au Japon les plus réputés. Euh, Ils peuvent être souvent décriés pour les conditions de travail de leurs employés, mais ils ont aussi travaillé sur beaucoup de séries très attendues, et la qualité de leur animation a souvent été louée, en fait. Donc les deux, en tout cas dans le cas de l'Attaque des Titans, les deux sont vraiment extrêmement complémentaires. Oui, parce qu'effectivement, l'animation, la qualité de l'animation a aussi beaucoup évolué au fil des ans. Pour les gens qui en seraient peut-être restés à ce qu'ils voyaient dans les années 90-2000 sur Dragon Ball, sur les premiers, même Naruto, même encore jusqu'à la fin, c'est très différent de ce qui se fait aujourd'hui en termes de qualité visuelle, quoi. C'est sûr, et ça c'est un point très très important, et je pense que c'est un point clé sur aussi le succès, qui explique le succès de l'animation, enfin de l'animé japonais en ce moment. C'est quand on voit des séries comme Demon Slayer par exemple, ou donc l'Attaque des Titans, et qui ont une qualité d'animation qui s'est pas vue précédemment, qui mettent un nouveau standard. Je pense notamment à Demon Slayer sur l'animation, qui met quand même la barre très très haut. On parle pas du tout du même schéma qu'il y a 10, 20 ans quand on regardait effectivement au Club Dorothée les animés. Là, on est vraiment dans une qualité qui peut toucher toutes les générations, et qui va même toucher en fait des personnes qui sont potentiellement pas de prime abord fans d'animé, mais qui visuellement en fait prennent une claque et se disent en fait je vais continuer parce que je rentre via le visuel, et ensuite j'apprends l'histoire. La variété du public, c'est peut-être un point important aussi. Pendant longtemps, les mangas, les animés, c'était entre guillemets un truc de geek, sans que ce soit péjoratif, mais c'était un truc de gens qui lisaient des mangas, qui aimaient ça, et c'était pas forcément les gamins les plus populaires à l'école. J'en faisais partie, donc je suis bien placé pour le savoir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est un peu retourné, que quand on voit sur Twitter, par exemple, le final de l'Attaque des Titans, les commentaires que ça génère, il y a tous les profils possibles. On sent que le public est hyper varié maintenant sur les animés, quoi. Hyper varié, oui. Alors, moi, je l'explique par plusieurs cas de figure. D'abord parce que le public d'origine, qui finalement, c'est nous trois, et voire un petit peu même plus vieux des fois. Les grands frères. Les grands frères, ils ont vieilli, maintenant ils ont des enfants, donc on voit un renouvellement aussi du public. Pour toute cette partie-là de la population, le manga et l'animé, c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas quelque chose de caché, alors qu'à l'époque c'était quand même plus compliqué, ne serait-ce que l'accessibilité aussi. C'est vrai. Donc l'accessibilité maintenant a complètement changé, les gens peuvent avoir accès beaucoup plus facilement aux mangas et aux animés. Et aussi, les personnes qui étaient plus jeunes, qui ont commencé à l'époque, en fait maintenant ont une catégorie, alors j'allais dire socio-professionnelle, mais en tout cas qui ont des parcours de vie complètement différents, et notamment des personnalités. Je pense à des acteurs, je pense à des chanteurs, des rappeurs, etc., qui aussi popularisent parce qu'ils n'ont pas... Honte, c'est un peu fort, mais en tout cas, ils n'ont pas... c'est leur référence, vraiment, ils communiquent, exactement. C'est leur référence à eux. C'est leur ils référence ont dans leur grandi texte. avec ça, et donc Exactement. forcément, il y a une transmission. Aujourd'hui, tu parlais aussi des gens qui ont grandi dans les années 80-90, qui aujourd'hui ont des enfants ados, et donc en fait, il y a aussi une transmission de se dire, tiens, je regardais cette série, et aussi de regarder avec eux ce que eux regardent, et peut-être de découvrir ce que les enfants peuvent regarder aujourd'hui, quoi. Mais tu vois, cette transmission, c'est aussi ce qui fait que ces séries sont de meilleure qualité aussi, la facture. Parce que la plupart, en fait, des personnes qui vont animer ces séries, l'Attaque des Titans, Demon Slayer, etc., One Piece, sont des animateurs qui ont grandi avec ces séries. Donc en fait, ils ont aussi intégré tous les codes. Ils ont appris même à dessiner avec ces séries. Ce qui fait que quand ils commencent à travailler sur ces séries-là, ils ont une capacité de travail supérieure. Et d'ailleurs, c'est important de le mentionner quand même, c'est que sur des séries comme l'Attaque des Titans ou même One Piece, il y a des Français qui travaillent dessus, des animateurs français qui ont été repérés sur Twitter parce qu'ils étaient vraiment enthousiastes. Tu vois, je pense notamment à un garçon qui s'appelle Dorian Coulon, qui a 18, 19 ans, 20 ans, et qui a été repéré en faisant des dessins sur Twitter, et qui a animé des scènes hyper impressionnantes des derniers épisodes de l'Attaque des Titans. Et donc en fait, mais lui, c'est parce qu'il il a aussi grandi avec les animés. Donc c'est la dernière génération. Il y a une ouverture à un nouveau type de profil d'artiste. Voilà, donc en fait, non seulement le public, en fait, il est de plus en plus large, mais ça aussi, ça se répercute sur la fabrication même. Et là, on a beaucoup parlé, donc, notamment de ce qu'il y a sur Crunchyroll, puisque tu es en plateau avec nous, Jérôme, mais il y a d'autres plateformes. Alors, d'abord, des plateformes spécialisées des animés. Il y a ADN aussi, par exemple, Wakanim que tu as mentionné tout à l'heure.
Mais il y a aussi les vraies plateformes, entre guillemets, les plateformes de streaming global, celles qui diffusent tout, et notamment maintenant des animés. C'est-à-dire qu'il y a je voyais ce chiffre passer en préparant l'émission, 50% des abonnés de Netflix dans le monde regardent des animés japonais. Une personne sur deux qui a Netflix regarde des séries d'animation japonaises. Le chiffre est quand même assez parlant. Chaque plateforme aujourd'hui veut son animé. Il y a une concurrence aussi globale parce que il y a des gens qui regardent. Ça, c'est sûr, c'est sûr. La concurrence s'est durcie ces dernières années, notamment avec l'arrivée des grosses plateformes dans le jeu des acquisitions. Tout le monde veut avoir de l'animé. Pourquoi ? Parce que pour des plateformes généralistes, justement, ça leur permet aussi d'avoir un public de fans d'animé qui pourraient potentiellement s'abonner à leur plateforme. Et ensuite, l'idée, c'est pour eux, hein, pour ces plateformes-là en tout cas, de les amener vers d'autres contenus et des contenus spécifiques à leur plateforme. C'est sûr et certain que ces plateformes-là, en fait, veulent absolument plus d'animé parce que l'animé est un genre à succès en ce moment. C'est vrai que la différence qu'on peut avoir, nous, en tant que plateforme spécialisée, c'est que justement, alors là, je parle plus pour Crunchyroll, mais nous, on n'est pas uniquement une plateforme de streaming. On sort aussi des films au cinéma. Donc, on a une activité de distribution. On a aussi des mangas papier. On a aussi du home entertainment, donc du DVD et du Blu-ray. On fait des événements. On est présent dans des conventions, etc. Donc, en gros, on est plus qu'une plateforme de streaming. Je dirais qu'on essaye de fédérer une communauté autour de l'animé et du manga. Ah oui, vous éditez Chainsaw Man, donc c'est pas rien. Tout à fait. Qui est effectivement un manga et un animé. Et un animé sur la parmi plateforme les aussi. plus populaires aussi en France. Mais tu vois, il y a aussi un cercle un peu vertueux aussi parce que Crunchyroll allait en avant-première évidemment les épisodes de L'Attaque des Titans et de Chainsaw Man. Mais tu vois, par exemple, une des raisons du succès aussi énorme qu'il y a eu, c'est que ça a commencé sur Wakanim. Après, il y a des épisodes qui ont été diffusés sur Netflix. Les 2 premières saisons, ça a cartonné. Et en fait, quand il y avait que 2 saisons, il a fallu attendre la 3e. En fait, c'est le moment où la 3e est arrivée sur Wakanim. Donc en fait, les gens se sont reportés sur Wakanim pour suivre. Donc en fait, tu vois, les gens vont sur Netflix pour regarder les animés, mais comme il y a un truc d'addiction, il faut à tout prévoir la suite. Ils vont sur les plateformes spécialisées pour lire la suite. Et il y a pareil pour One Piece avec ADN. Et justement, comment est-ce que, face à cette concurrence accrue, hein, Disney Plus a récupéré par exemple Bleach, qui est un gros manga, un gros animé, Netflix, il y a Hunter x Hunter, il y a Vinland Saga, enfin, il y a des gros noms qui sont plutôt permettent d'attirer, on va dire, une base assez large. Comment est-ce que chez Crunchyroll, par exemple, vous faites pour aller chercher du catalogue qui va permettre de concurrencer tout ça? Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il faut aller au Japon, en fait. C'est là que ça se fait. Il faut aller au Japon. La concurrence, je dirais que juste sur le mot concurrence, c'est vrai qu'on est en concurrence sur les acquisitions. Après, on n'a pas du tout les mêmes stratégies de plateforme. Donc, effectivement, je rejoins Jérôme, ce que tu dis, c'est que Netflix, Disney, Amazon Prime, etc., nous aident finalement le marché de l'animé de manière générale et donc nous aussi à toucher un nouveau public, etc. Sur l'acquisition particulièrement, effectivement, on a des équipes, nous on a un bureau au Japon directement et qui discutent avec les ayants droit japonais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a un schéma qui vient du manga et ensuite, au moment de la création d'un animé, se forme un comité au Japon, un comité qui à plusieurs entreprises au sein de ce comité, l'éditeur du manga, mais aussi une chaîne de télé, potentiellement un studio d'animation, comme MAPPA, comme tu as cité, et plein de personnes. Nous, notre objectif, c'est de faire partie le plus possible de ces comités. On a réussi. Et donc, quand on fait partie de ces comités, c'est plus simple pour nous d'avoir le titre, forcément. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Crunchyroll, c'est pas une plateforme française, c'est une plateforme mondiale. Il y a 12 millions d'abonnés dans le monde. Ça vous donne aussi du poids pour aller négocier au Japon. Bien sûr. Quand nous, on fait des acquisitions, on les fait de manière globale. Alors, on peut aussi faire des acquisitions plus locales. Ça dépend de notre stratégie, mais c'est plus intéressant, on va dire, nous, quand on fait une acquisition, d'avoir cette vision globale. Mais même au sein de cette vision globale, on a des équipes régionales qui peuvent justement amener cette pertinence en région. Et donc, voilà, on est en concurrence sur l'acquisition au sein de ces comités-là avec d'autres plateformes. Le gros avantage que nous, on a, encore une fois, c'est qu'on n'est pas uniquement une plateforme de streaming, on apporte autre chose dans la vie d'une licence. Quand on regarde Spy Family, par exemple, c'est arrivé sur la plateforme. Et puis, potentiellement, ensuite... Alors, je vais prendre Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, il y a eu un film qu'on a sorti aussi au cinéma. On a les moyens, nous, de toucher plusieurs... Et qui a cartonné, en plus. Oui, qui a cartonné. On a les moyens de toucher plusieurs publics, potentiellement, et de ramener toutes ces personnes-là autour d'une licence
chose que peut pas, en tout cas, n'est pas capable de faire à l'heure actuelle Netflix ou Disney. Et tu vois, ce qui est important aussi pour Netflix, c'est que quand tu regardes leurs productions animées, il y a beaucoup de productions animées qui se déroulent au Japon féodal, ou qui sont dans leur graphisme inspirés de ce qu'on trouve chez Mappa. D'accord. Il y avait la série là sur le samouraï noir, Mhm. Yasuke de mémoire. Et bah, tu vois, je crois que c'était animé par Mappa. Et en fait, on sent que eux, en fait, ils essayent aussi de créer leur propre contenu qui ressemble à des animés, sans forcément faire que de l'acquisition de Tout ça d'animés, crée quoi. finalement, on peut dire, une sorte de saine émulation, tu l'as dit un Ouais. peu tout à l'heure. Chacun veut améliorer pour attirer des gens et tout ça, pour nous qui sommes fans d'animé, c'est quand même plutôt une bonne Bah, de chose. toute façon, c'est ce qui se passe plus globalement dans le milieu de l'animation. En fait, quand tu regardes les dernières productions, même hollywoodiennes, en fait, il y a vraiment un syncrétisme entre tous les styles, en fait, Japon, européen, américain, dans les films d'animation aujourd'hui. Donc, en fait, tout ça se mélange pour faire des œuvres hybrides. Et nous, on est contents en tant que spectateurs. On a de plus en plus de bonnes séries à regarder, des bonnes séries d'animation japonaises. Et justement, on en a 2 à vous recommander. On va passer aux séries de la semaine. Et pour la première, on va donc rester dans l'univers pur des animés. Jérôme Lachasse, tu voulais nous parler de Pluto. Ça vient de sortir sur Netflix. Dis-nous tout. Oui, alors je pensais que c'était important de parler de Pluto. Indépendamment de la qualité de la série, je trouve que le truc le plus important, c'était qu'il fallait à tout prix voir ça, ou au moins même lire le manga aux éditions Kana, parce que c'est adapté d'un arc hyper important dans le manga Astro Boy, qui est un manga très important au Japon, puisque c'est fait par Osamu Tezuka, et c'est un petit garçon qui est un petit robot qui sauve le monde. Qu'on a vu, qui a été diffusé à la télé française pendant très En longtemps. fait, c'est l'histoire d'un... En fait, pourquoi il faut regarder ça maintenant ou le lire maintenant, c'est comme vous voulez. En fait, c'est une réflexion sur la guerre et sur la sur la violence de la guerre, et sur est-ce que c'est important d'utiliser les armes absolues pour tout détruire. Et par les temps qui courent, c'est une œuvre en fait qui a été quand même conçue il y a 20 ans, plus tôt, et c'est important de la lire aujourd'hui parce qu'on verra des coïncidences avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est terriblement actuel. Moi, j'ai regardé les 8 épisodes. Il y a 8 épisodes, c'est sur Netflix. C'est une mini-série qui est terminée. J'ai trouvé ça terriblement actuel en termes de robotique, d'intelligence artificielle. Il y a aussi tout un contexte géopolitique de conflit au Proche-Orient. Oui, parce que le film, le manga en fait a été évidemment imaginé en réaction à ce qui s'était passé au Moyen-Orient, au Proche-Orient, à la guerre en Irak dans les années 2000. Mais en fait, aujourd'hui, évidemment, avec ce qui se passe ailleurs, ça prend un autre sens, quoi. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut absolument... Et c'est une œuvre qui est assez mature, parce qu'on parlait d'Astro Boy. Astro Boy, dans l'esprit des gens, ça fait un peu Astro le petit robot, etc. Certes, ça se passe dans cet univers-là, avec des personnages en commun, mais c'est beaucoup plus mature. Les réflexions sont assez philosophiques, quand même. Ouais, c'est très philosophique. C'est vraiment une relecture extrêmement poussée. Et c'est de ce qu'est Astro Boy. Et surtout, en fait, ce qui est très important, c'est que c'est aussi très émouvant. Oui. Moi, c'est une œuvre qui m'a souvent fait beaucoup pleurer, le manga en tout cas. Et donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. Ouais, et c'est une œuvre qui vaut le coup effectivement d'être vue jusqu'au bout. Il n'y a que 8 épisodes, quelque part, ça se regarde assez rapidement. Et le final est vraiment très très émouvant. Je vous recommande aussi, je me joins à ce que dit Jérôme, je vous recommande vraiment de regarder Pluto. C'est une sacrée masterclass, comme on dit. Donc voilà, allez-y, foncez. On va changer de plateforme. Et Jérôme Manceau, toi, tu vas nous recommander. Ah non, on va rester sur Netflix. On va rester sur Netflix. On va rester sur Netflix. Parce que je pensais que tu nous recommandais du Crunchyroll, mais même pas. Tu n'es Non, pas corporate là-dessus. Tu nous recommandes du Netflix. On va passer à une autre version de l'animation, puisque c'est une adaptation d'animé, de manga, en prise de vue live. On en a tous un peu entendu parler. C'est One Piece qui est sorti à la fin de l'été. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, avec ton point de vue ? Mais écoute, je sais que je vais certainement diviser un petit peu les personnes, parce qu'il y a ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé. Je trouvais aussi intéressant de mentionner One Piece, l'adaptation donc live, en prise de vue réelle. Je trouve que c'est la meilleure adaptation de prise de vue réelle d'un manga ou d'un animé à ce jour. Alors, il y a certainement Certains encore... diront que c'est pas difficile. Certainement, parce que effectivement, les autres adaptations, et je pense notamment à certains films, ont fait beaucoup de mal, très compliqués, et à regarder et à réaliser, j'imagine aussi. Et je trouve que cette adaptation-là, pour le coup, elle respecte l'œuvre, elle respecte la plupart des personnages. Après, effectivement, il y en a certains qui sont peut-être moins calibrés que d'autres, mais c'est le jeu d'une adaptation live, c'est jamais simple.
Je trouve que un personnage comme Baggy, le clown, par exemple, est extrêmement bien amené et bien réalisé. Donc moi, je trouve que c'est une série qui se justifie en elle-même. Il y a eu beaucoup d'attentes et d'attentes négatives de cette série. Je trouve que justement, le On a résultat tous eu très peur des effets spéciaux. Tout à fait. Parce Et qu'on le va quand résultat même est vraiment rappeler bon. peut-être rapidement quand même que One Piece, c'est donc l'histoire d'un équipage de pirates qui se lie au fur et à mesure, qui va partir à la conquête des océans pour chercher un fameux trésor. Quelque chose d'assez classique dans le fond. On est sur un shonen. One Piece, c'est peut-être le shonen par excellence des années fin des années 90, début 2000, qui continue encore aujourd'hui. On a plus de 100 tomes en librairie aujourd'hui, plus de 1000 épisodes en animé, je crois. En revanche, effectivement, là où je suis d'accord avec toi, et je ne sais pas si Jérôme Lachasse, tu as vu One Piece, peut-être tu seras d'accord aussi, l'esprit est respecté. Et ça, c'est peut-être le plus important. Les personnages, on retrouve leur trait de caractère, leur humour. Après, on peut penser ce qu'on veut des effets spéciaux, de la mise en scène, du fait qu'il n'y a peut-être pas les moyens qu'il y aurait besoin pour remplir l'image. Mais en tout cas, oui, il se passe quelque chose dans cette série, peut-être. Moi, j'ai eu la chance de voir les 2 premiers épisodes en avant-première au Grand Rex. Autre ambiance. Et je me suis dit, ça va gueuler dans la salle. Parce que moi, j'avais vu l'année d'avant One Piece Red, le film d'animation. Ouais. Et c'est vrai que quand il y avait des personnages comme Zoro qui arrivait, qui faisait des trucs cool à l'écran, les gens applaudissaient à tout rompre. Mais dès qu'il y avait le nouveau personnage féminin qui arrivait, les gens la huaient, quoi. Vraiment, ils détestaient le personnage et il la traitait de connasse en direct. Okay. Enfin, il y avait un truc hyper violent, en fait, avec les réactions. Et je me suis dit, vu les réactions qu'il y a en amont sur la série, ça va être un carnage. Et en fait, pas du tout. Les gens étaient hyper bienveillants vers la série. Les gens ont applaudi. Ils ont vraiment passé un super moment. Un très bon accueil. Ouais, les gens n'ont pas du tout été déçus. C'était assez étonnant, assez beau. Et en fait, c'est vrai, oui. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Hein. C'est un bon travail d'adaptation. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on a vu nous sur la plateforme et que l'éditeur Glénat du manga a vu aussi sur le manga papier, c'est que ça a ramené un nouveau public sur l'animé ou sur le manga. Les ventes du manga ont explosé, je suis désolé, je perds le mot en français, notre viewership, donc les personnes qui ont regardé l'audience a vraiment explosé sur notre plateforme. Et ça, c'est bien pour l'animé en général, c'est bien pour Crunchyroll forcément, mais de manière générale, pour le marché, super porte d'entrée dans cet univers de One Piece. Exactement. Il n'y a que le public des animés qui pourrait faire ça. Parce que quand tu regardes Marvel, le public qui va voir The Marvels ou Black Panther 2 va pas du tout se précipiter sur les comics Black Panther ou Marvel ou Captain Marvel. Non, c'est bien pour tout l'écosystème, c'est bien pour les animés. On en a beaucoup parlé aujourd'hui et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir une variation, une nouveauté après peut-être un premier cycle qui a duré 30-35 ans, d'avoir cette nouvelle variété dans les animés. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Jérôme Manceau, directeur marketing de Crunchyroll en France. Abonnez-vous à Crunchyroll pour ceux qui aiment les animés. C'est une super plateforme avec un sacré catalogue. Et puis Jérôme Lachasse, merci à toi d'être descendu dans le studio. Journaliste à bfmtv.com, spécialiste de la culture. Beaucoup de podcasts de Jérôme Lachasse à écouter. Si vous aimez les comédies françaises, il y a beaucoup de choses très très bien à son nom sur le site de bfmtv.com. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'épisode suivant. D'ici là, vous pouvez écouter, revoir l'émission en replay sur Tech & Co et sur toutes les plateformes de podcast.